Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 7 décembre 2021. L'esprit de Noël vient de s'emparer des indices, le CAC 40 gagne plus de 2% aujourd'hui et il est l'heure de faire le point. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Les rendez-vous de la semaine, comme tous les matins, le morning meeting d'Anthony Bondin, tous les jours Planète Bourse avec Roxane Nojac et comme tous les mardis, on se retrouve pour les marchés en action. Au sommaire de cette émission, un focus marché, un top flop macroéconomique, ensuite l'analyse graphique des principaux actifs, indice Forex, matières premières, Bitcoin, puis vos actions préférées avec des rouleaux compresseurs, du trend following, des small caps, des valeurs Covid et des valeurs biotech. D'ailleurs, merci à tous pour vos propositions sur Twitter. On m'a proposé à peu près 400 actions hier soir. J'en ai choisi une petite trentaine. Donc, focus marché. Alors, une semaine, on passe de l'euphorie à la peur. L'autre, on passe de la peur à l'esprit des fêtes. Voilà le cadre actuel. Le sentiment de marché, c'est que Omicron fait peur, certes, mais les opérateurs ont envie de croire que ce variant ne sera pas plus dangereux qu'un autre. Nous avons donc perdu 8% sur le CAC 40, on était passé de 7200 à 6650 points, zone que l'on a testée à plusieurs reprises, et les acheteurs ont fini par prendre le dessus. On parle bien ici d'espoir et non de fait. Simplement, les opérateurs ont envie de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Nous sommes sur une année exceptionnelle, nous sommes au mois de décembre et l'esprit des fêtes prend le dessus. On notera par ailleurs que les supports ont tenu, que ce soit sur le pétrole à 65 $, le Bitcoin à 40 000 $ ou les indices sur leurs supports clés. Les tendances de moyen terme haussières ont donc soutenu les prix et c'est ce qui a permis à l'élan haussier de se former ces derniers jours. Les chiffres meilleurs qu'attendus des importations chinoises et de la production industrielle allemande confortent le rebond entamé après des déclarations rassurantes sur le variant Omicron. La périodicité de fin d'année est en théorie, je dis bien en théorie, statistiquement parlant. On se rappelle de la statistique du Black Friday qui n'a pas fonctionné du tout, donc on garde ça en tête. Mais en théorie, voilà, la périodicité de fin d'année est plutôt favorable au marché actions et on assiste même au rebond des dossiers délaissés, survendus. Et on assiste aussi souvent à une période active sur les small caps. Espérons que ce soit une nouvelle fois le cas. Notons par ailleurs que les rouleaux compresseurs, dont on va parler aujourd'hui, Air Liquide, Alphen, Dassault, LVMH, Sartorius, Sofina et d'autres, sont toujours très solides. Ce sont des valeurs qui consolident moins que les autres, qui repartent plus vite et qui sont donc déjà à proximité de leur record annuel, alors que le CAC 40 n'est qu'à 7000 points. Rebond du pétrole WTI aussi sur le seuil des 65 $ après quelques hésitations. Quant aux métaux, ils sont posés sur des supports intermédiaires sous pression. L'or et l'argent sont neutres, attentistes et je pense qu'ils vont le rester d'ici les réunions des banques centrales de la semaine prochaine. Enfin, notons que le Bitcoin a nettoyé le marché, comme d'habitude. Il a perdu 40% entre son plus haut et son plus bas, entre 69 000 $ et 40 000 $. Cette correction pouvait être attendue, étant donné qu'on avait un fake breakout, c'est-à-dire un piège acheteur, un bull trap sur les 65 000 $. On a tenté de passer ce seuil 2-3 fois. À chaque fois, les vendeurs se sont présentés, puis une correction a eu lieu. Si vous êtes habitué du Bitcoin, vous avez profité de cette chute sur les 45-50 000 $ pour en acheter. Si vous êtes un débutant en levier, vous avez appris à vos dépens qu'il ne faut pas trader en levier sur les cryptos et qu'il faut intervenir sur les replis et non pas sur les tentatives de cassure de plus haut. On notera par ailleurs que le Bitcoin a préservé sa MM200 jours qui est la moyenne mobile phare du trend following, donc le trend est toujours aussi à moyen terme sur le Bitcoin et les cryptos en général. Je termine ce focus marché en vous donnant le prochain grand rendez-vous, et je dirais c'est le dernier grand rendez-vous de l'année. C'est la semaine prochaine avec mercredi et jeudi prochain la Fed et la BCE.
Les banques centrales vont mettre à jour leur politique monétaire, vont nous parler de ralentissement d'achat d'actifs, de tapering, de hausse de taux. Il va falloir bien choisir les mots pour ne pas faire peur aux opérateurs et pour que l'année se finisse en beauté et que les prix puissent continuer de grimper vers les plus hauts pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Si les banques centrales jettent de l'eau sur le feu, forcément, ça ne devrait pas plaire aux opérateurs. Donc, restons sur nos gardes. Acheteurs, aussi à moyen terme, à la recherche d'opportunités, mais on fera bien attention au rendez-vous de la semaine prochaine. Il reste à peu près 7 séances pour la fin d'année, puisque nous sommes aujourd'hui le 7 décembre et que la plupart des gérants, des gestions, des grandes sociétés couperont ou arrêteront de trader et d'investir à partir du 17 décembre, dans 10 jours seulement. Donc l'année est presque pliée, les supports ont tenu. Il faut réussir à stabiliser dans les zones de prix actuelles et enfin les banques centrales doivent accompagner ce qu'il se passe actuellement sans trop brusquer pour qu'on puisse finir l'année en beauté. On va passer au top flop. On va voir qu'il y a beaucoup de disparités dans ce marché. Ici, vous voyez par exemple, depuis la crise du Covid, vous avez le Bloomberg Goldman Sachs Clean Energy Index. Donc tout ce qui est vert est cher. Cet indice a fait 2 fois mieux que le S&P 500 depuis le point bas du Covid. Vous voyez aussi la performance du S&P 500 qui est bien meilleure que celle de l'Eurostoxx 600. Donc on a l'Europe ici, les US là et les valeurs vertes qui ont un avantage certain et ça devrait le rester encore dans les trimestres à venir. Ici à droite, vous avez un graphique du Russell 2000, c'est l'indice des small caps américaines. C'est un indice qui est habitué aux faux signaux, aux faux départs. Par exemple, avant le Covid, on était dans un range, on en était sorti par le haut, on l'avait réintégré très vite avant d'en sortir par le bas. On a fait ici plus ou moins la même chose dans le sens où on était dans un range, on est sorti par le haut et on l'a réintégré, mais cette fois-ci, on a rebondi sur le support. Tant que l'indice Russell 2000 tient cette zone de prix, ici, c'est plus bas des derniers mois, il n'y a pas péril en la demeure. Si on passe dessous, c'est que la situation est en train de changer et se détériorer grandement. La tech est toujours au plus haut. Quand on regarde la tech par rapport au S&P 500, on est revenu sur des niveaux de l'an 2000, comme je vous l'ai exprimé ces dernières semaines. On a un pourcentage d'actions qui ont des price to sell ratios supérieurs à 10, qui est absolument hallucinant. On est donc dans un marché cher dans lequel il faut être peut-être plus sélectif. Et d'ailleurs, on peut constater que les opérateurs ont été sélectifs ces dernières semaines, puisque on peut constater des grosses disparités, notamment quand on regarde les valeurs tech et le Nasdaq. Vous voyez ici le Nasdaq en vert qui a consolidé légèrement ces dernières séances, alors qu'à côté de ça, les valeurs dans les logiciels ou les valeurs non-profitable tech, donc les valeurs de la tech qui ne gagnent pas d'argent, se sont fait littéralement éclater la figure, moins 30%. Donc on a un Nasdaq qui a perdu 5-6%, mais les pires élèves, eux, ont perdu 20 à 30%. Donc soyez bien sélectifs, le marché le devient en tous les cas. On est sur des zones qui sont hautes, qui sont chères, et donc le marché se focalise sur ce qui est bon et moins sur ce qui est ultra spéculatif. Et d'ailleurs, le fonds ARKK de Cathie Wood en pâtit, puisque le fonds est à moins 20, me semble-t-il, depuis le début de l'année, alors que le Nasdaq est à plus 20, plus 25 même peut-être. Et ici, c'est une superposition entre le fonds ARKK et le Nasdaq entre 1996 et 2002, pour montrer que tout comme on a eu une bulle sur les valeurs techno, on a peut-être une bulle qui est ici représentée par ARKK sur les valeurs soi-disant d'avenir, avec des croissances fortes, mais qui ne gagnent pas forcément encore beaucoup d'argent. Donc ce sont des valeurs qui ont littéralement explosé et qui ont un potentiel correctif, puisque, comme je viens de vous le dire, les marchés deviennent sélectifs. Il y a quand même une chose qui fonctionne super bien dans ce marché, c'est on achète la peur et on vend l'euphorie. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, je vous disais, le CAC est sous les 7200 points, on vient de faire 7 semaines consécutives de hausse, on est dans l'euphorie sur le Fear and Greed Index, donc on va faire attention. Voire même on va shorter ce que je vous avais proposé sous 7200 points. La semaine dernière, je vous ai posté
plusieurs réflexions en disant buy the fear, sell the greed, en vous postant le Fear and Greed Index qui se trouve sur le site CNN Money, en vous disant attention, on vient de repasser de l'euphorie à la peur, donc il peut se passer quelque chose. D'autant plus que quand on prend du recul et qu'on ne regarde pas la mauvaise tech mais la bonne, vous pouvez voir que les taux de croissance sont absolument hallucinants. Ça reste des valeurs qui sont en train de manger la planète entière, qui ont des croissances de résultats et de bénéfices absolument hallucinantes et que les opérateurs ne sont pas prêts de lâcher pour le moment. Petite prise de recul. La bonne nouvelle, c'est que les actions baissent plus vite qu'elles ne... La mauvaise nouvelle, c'est que les actions baissent plus vite qu'elles ne montent. Preuve en est, il y a 10 jours, quand on perd comme ça 6% en 2 jours. La bonne nouvelle, c'est que les actions montent plus souvent qu'elles ne baissent. Et c'est ainsi qu'on est en train de repartir à la hausse à l'intérieur de tendances toujours haussières. On est aussi aidé par le recul sur les anticipations de hausse de taux. Bah oui, qui dit nouveau variant, dit nouvelle fermeture, dit ralentissement, dit que les opérateurs se sont un peu calmés sur les anticipations de hausse de taux. Ce qui a permis notamment au marché de reprendre un petit peu de hauteur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il sera très important de suivre la Fed et la BCE la semaine prochaine. Parce que si justement les banques centrales disent « Ah bah oui, mais il y a le variant, donc on fait attention, donc on va peut-être pas monter les taux aussi vite et puis on va quand même rester au chevet des marchés », là, ça peut faire tilt et ça peut soutenir les indices. Rappelons que il y a toujours donc une 4e vague de Covid qui est en cours en Afrique du Sud, qu'il faut surveiller ce variant Omicron. Rappelons-nous que le marché a chuté sur des craintes concernant ce variant. Rappelons-nous que ce marché gagne plus de 2% aujourd'hui parce qu'il est rassuré. Mais au final, on n'a pas encore analysé ce variant. On ne sait pas s'il est plus meurtrier qu'un autre, s'il est plus dangereux qu'un autre. Donc il y a l'espoir que tout se passe bien. Mais on garde à l'esprit qu'à tout moment, une très mauvaise nouvelle à son sujet pourrait faire retomber les marchés. Cela va de soi. Graphique de droite, c'est un graphique pour montrer que l'inflation n'impacte pas tout le monde. Lorsque l'on fait des études statistiques, qu'on fait des sondages auprès des Américains, eh bien on peut constater que les gens qui gagnent moins de 40 000 $ par an sont très impactés par la hausse de l'inflation, par la hausse des produits de consommation courante et de la nourriture, alors que les personnes les plus riches, elles, se sentent bien moins impactées par l'inflation. Donc malheureusement, cette très forte inflation qu'on a constatée ces derniers temps, et notamment dans les prix de la nourriture, des fertilisants et autres, eh bien cette inflation, elle touche avant tout les pays en voie de développement et les populations les plus pauvres dans les pays développés. Et puis on finit encore par les cryptos. Bienvenue en 2021. 2021 restera une année dans les annales. On a ici un tweet du président du Salvador qui reprend un tweet de Peter Schiff, qui est un fan de l'or, qui déteste le Bitcoin. Le président du Salvador dit que il aurait mieux fait de balancer son or et d'acheter du Bitcoin, il aurait fait des gains. Et Peter Schiff lui répond: c'est pas parce que tu fais du gamble, donc du pari, et que tu gagnes pour le moment, que ça veut dire que c'est un bon pari. Tu as été chanceux, tu joues avec l'argent des particuliers de ton pays, et pour l'instant, ton pari est toujours sur la table, donc voilà. Ne compte pas tes jetons alors que tu es toujours assis à la table de poker. C'est assez hallucinant, lunaire de voir ce type de réflexion. Et pour finir avec le Bitcoin, on notera que quand on prend du recul en vue logarithmique, le Bitcoin est toujours foncièrement haussier et que même s'il avait été faire une petite mèche basse à 30 000 $, il n'en resterait pas moins haussier à très long terme. Nous sommes dans un range entre 30 et 65 000 $. On a fait 40, espérons pour ceux qui en ont qu'on n'aille pas plus bas. Et puis, par la suite, on verra la sortie de ce range. Et si un jour on repasse les 65-69 000 $, eh bien, on continuera vers de nouveaux records. C'est la fin de cette première partie d'émission. Pour un petit peu cadrer le marché dans lequel nous sommes, voici la liste des actions que nous allons regarder dans un instant. Mais avant tout, comme d'habitude, une petite pause café.
Alors, reprenons là où on s'était arrêté. Et on va commencer par les principaux actifs avant de passer sur vos actions préférées. Donc, voici le CAC 40. Le CAC 40, quand on était sous les 7200 points, on a fait très attention. On s'est fait quand même un peu surprendre hein, avec cette baisse du vendredi de Black Friday. C'était d'ailleurs la promotion, hein, Black Friday, les actions sont moins chères, on pouvait en acheter et ça a même duré plusieurs jours. Mardi dernier, ce que je vous ai dit dans l'émission, c'est qu'on était sur une zone de soutien et que sauf variant tueur, il y avait des grandes chances que l'on tente de tenir, de travailler, puis de repartir de cette zone. Bien évidemment, les dernières déclarations sur le variant Omicron ont fait remonter le marché et voilà, on peut dire que c'était de la chance. Voilà. On avait de la peur, on avait des supports, on avait des tendances haussières de moyen long terme, on avait plein d'éléments statistiques et techniques qui laissaient entendre qu'on pouvait monter, mais il fallait quand même que ce variant ne soit pas plus dangereux qu'un autre. Et ça, c'était la partie aléatoire et chance de la chose. On est reparti pleine vitesse, on gagne 2,3 aujourd'hui, on laisse un gap sous nos pieds, possiblement un gap de rupture. Bien évidemment, dès qu'on va arriver sur 7050, 7100, il peut y avoir des turbulences. Mais si j'ai envie de vous faire passer une idée aujourd'hui, c'est que si les banques centrales ne se plantent pas la semaine prochaine, on pourrait finir l'année et on pourrait fêter Noël sur les records annuels et historiques du CAC 40. Voilà. Bon, il y a 2% à prendre, hein, donc je ne serai pas un génie si on y arrive. Simplement, j'ai l'impression, comme je le dis depuis 10 jours, qu'il vaut mieux acheter les supports, acheter les replis, acheter des bons dossiers, parce que tout ça reste haussier et qu'il y a encore du potentiel. Voilà. Si ce n'est pas la fin du monde, eh bien, on continue de grimper. On peut regarder l'indice américain S&P 500 aussi. Où est-ce que tu es? Le S&P 500 est là, et sur le S&P 500, ce que je voulais vous montrer et que j'ai publié plusieurs fois, c'était la MM50. MM50 a fait support toute l'année 2020, janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août. On s'est fait une frayeur au mois de septembre-octobre puisqu'il y avait la correction qu'on attendait d'ailleurs en septembre-octobre, suivant la saisonnalité. On est peut-être reparti un peu trop fort, le variant Micron a secoué le cocotier, au final on est revenu où? Tiens, en fait on est revenu pile poil tester les anciens records. Donc en fait on a un mouvement haussier, hausse, conso sur le support et hop ça repart. Voilà. Donc il n'y a rien de sorcier là-dedans. Le marché américain reste haussier, le Nasdaq est haussier, le S&P est haussier et le CAC 40 l'est aussi. Après, voilà, on peut avoir des replis, on peut avoir des tests de gap, tout ce que vous voulez, mais ce qui incombe, ce qui importe, c'est l'environnement global de marché qui est plutôt positif. Sur le pétrole, même chose. Si la planète ne s'arrête pas, on a besoin de consommer du pétrole. Donc le pétrole, tout comme les indices, est reparti. On a testé les 65 $ et on les a tenus. Sur les métaux, comme je vous le disais, c'est mou, c'est neutre. On est sur des zones horizontales. Et il va falloir attendre la semaine prochaine avec la Fed pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Simplement, moi j'aime bien l'argent. Du coup, j'ai commencé à en acheter pour du moyen long terme. Et c'est vrai que 22, 21, ou même s'il y avait un accident à 20 $, dans une optique de moyen long terme, acheter de l'argent peut être intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les métaux, j'ai publié une discussion que j'ai eue avec Benjamin Louvet qui dure à peu près 2 heures sur les métaux industriels et les métaux précieux. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Et puis donc, pétrole, matières premières donc attentistes, les métaux précieux en tous les cas attentistes, gold et silver posés sur support. Et on termine par le Bitcoin. Le Bitcoin qui, donc, avait fait des plus hauts que les précédents, mais on avait vu que ça passait pas, que c'était pas assez puissant et que c'était peut-être un piège.
Et le piège s'est refermé, moins 40% sur le Bitcoin, 400 000 comptes ont sauté sur des appels de marge et 2,5 milliards de dollars ont été paumés par ceux qui étaient en levier et qui voulaient jouer la hausse tout en haut. Voilà. Donc le Bitcoin, il faut le savoir, il peut perdre 30 à 50% dans l'année avant de doubler. Donc le Bitcoin s'achète en DCA sur le moyen long terme. Ce qui est intéressant sur le Bitcoin, c'est de jouer sa dynamique de fond. Donc vous voyez, on monte fort, on perd 50%, on monte fort, on perd 40%, mais au final, ce qui compte, c'est que les plus bas sont de plus en plus hauts, c'est qu'on est au-dessus des mêmes 200, c'est qu'on est en dynamique haussière de moyen terme. Et pour l'instant, elle est préservée. On va maintenant passer à vos actions préférées, avec les rouleaux compresseurs pour commencer. C'est rigolo parce que Air Liquide, je ne l'ai pas regardé depuis un certain temps. Là, ce sont les zones que je vous avais indiquées pour acheter en septembre-octobre. Zone 1, 141 € sur MM200. Zone 2, un trou d'air vers 137, soit les plus bas de mai. Et ben, on a travaillé la zone, puis on a pris appui dessus, puis on est reparti. Et voici Air Liquide qui, aujourd'hui, inscrit un nouveau record historique. Air Liquide est un superbe dossier du CAC. Elle offre des actions gratuites. Elle a un super business. Il n'est donc pas étonnant que, alors que le CAC vient juste de relancer son mouvement haussier, qu'elle inscrive déjà un nouveau record historique. Et c'est typiquement le genre de dossier qu'on aime avoir en portefeuille. Alphen, on en a déjà parlé, il me semble-t-il, il y a 2-3 semaines, quand on était sur les 82 €. Le constat est toujours les mêmes. C'est une valeur haussière, en trend following au-dessus des mêmes 200. Elle travaille une zone de prix horizontale à 81-82 €. La MM200 est à 80 €. On peut donc, en théorie, avoir un stop sous 80 € et être tranquille. Si et seulement si la valeur casse le range par le bas, casse MM200 et donne un signal baissier, il faut dégager. Si au contraire on tient les supports, la tendance pourrait reprendre ses droits et les cours repartir à la hausse. Dassault Systèmes, elle fait partie des rouleaux compresseurs, des valeurs haussières. En septembre, elle avait consolidé comme les autres. Dès le mois d'octobre, elle est repartie plus vite que les autres. On peut voir que les anciens plus hauts ont fait support. Là encore, l'analyse technique est très pertinente. On avait un top ici à 51. On l'a cassé par la suite. On est revenu prendre appui dessus. La MM50 arrive en soutien à 50 €. Donc ici, entre 50 et 50 €, on a une grosse zone de soutien. Et les acheteurs feront en sorte d'avoir des stops dessous et pas dessus. LVMH, on en a en portefeuille chez Zone Bourse. On avait profité du creux du mois de septembre justement pour pouvoir acheter du luxe et acheter du LVMH, ligne sur laquelle on doit être autour de 15-20% de gains. LVMH, c'est le luxe, c'est un rouleau compresseur, c'est un des secteurs qui a le plus cartonné cette année. Vous noterez la pertinence de cette tendance haussière extrêmement forte. Vous noterez bien évidemment la pertinence de la MM200. Elle a été approchée ici une fois en septembre, puis une fois au début octobre. Et comme de par hasard, le 26 novembre, quand LVMH a perdu 13% le jour du Black Friday et des fameuses promos, eh bien, elle s'est arrêtée à 3 € de MM200. C'est la raison pour laquelle, quand on est un investisseur de moyen terme, on fait en sorte d'acheter les replis à proximité de MM200 et on met toujours ses stops sous MM200. Sofina, magnifique, regardez ça. Tendance haussière, consolidation dans un canal baissier, on casse le canal par le haut, la dynamique reprend, on s'arrête sous les plus hauts, on consolide et dès que le marché repart à la hausse, boum, nouveau record. C'est un rouleau compresseur absolument magnifique. Elle n'est pas haussière juste sur 1 an ou 2 ans. Elle est haussière sur 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Donc ça fait partie des rouleaux compresseurs les plus puissants. Et ça fait partie du type de valeur qu'on essaye d'attraper sur repli ou avant des cassures en tentant de se laisser porter le plus longtemps possible. ST Microelectronics, encore une valeur du portefeuille Zone Bourse, achetée autour de 20-25 €. Qu'on a tenu pendant toute l'année 2021 sans broncher.
Voyez les différentes zones de prix travaillées. On était pendant longtemps dans un range. Ici, on est sorti par le haut, on est revenu tester la zone de range, on repart à la hausse. Et là, le vendredi, quand on a chuté, vendredi dernier, on s'est arrêté où? Eh ben, pile poil sur les anciens records et sur MM50. Donc là, l'investisseur, encore une fois, qui fait du moyen terme sur une valeur rapide, il aura son stop au minimum sous ce seuil, sous les 40 euros. Et il essaye de se laisser porter le plus longtemps possible. Téléperformance, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, à chaque fois que j'en parle, on me dit oui mais c'est trop cher. Et je réponds oui mais ce qui est rare est cher. Nous avons ici encore une valeur trend following, une valeur rouleau compresseur. Dès que ça corrige en septembre-octobre, boum, ça repaye derrière. Vous voyez qu'on consolide, qu'on se cherche et que dès que le CAC repart à la hausse, elle pète à la hausse. On était dans un triangle, on en sort par le haut. L'objectif théorique, c'est d'aller chercher les records, puis de nouveaux records. Enfin, VGP, si je dis pas de bêtises, il y a eu une augmentation de capital, donc forcément, petit choc. La valeur était passée de 115 à 270. La société en a profité pour lever des fonds. Simplement, ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'elle est fortement haussière au-dessus des mêmes 50 et qu'elle n'est même pas revenue sur cette dernière. En fait, VGP avait ouvert un gap énorme le 19 novembre dernier et elle est venue le combler la semaine dernière, très proprement. Donc ici, on a une zone super forte entre 230 et 232. On a la MM50 qui en plus arrive en soutien. Donc si vous êtes acheteur en trend following sur cette valeur-là, votre stop, il est au minimum sous les 230 et au minimum sous la moyenne mobile à 50 périodes. On passe aux valeurs de trend following qui sont pour certaines des valeurs de trend following endormies. Carbios, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Elle est dans les starting blocks, ça fait 3 ou 4 fois qu'elle tente de partir, mais ça ne passe pas. Et à mon sens, ça va passer à un moment. Alors, dommage, j'avais fait une stratégie d'achat dessus pile sur support avec un stop un peu plus court, donc je me suis pris le stop sur ma stratégie. Mais je pense qu'elle est toujours d'actualité, que si on casse les 38,50 puis les 39, c'est un signal fort, on sortirait de la dynamique baissière et on pourrait décaler à la hausse. Donc, je suis en surveillance rapprochée là-dessus. Claranova, alors il a fallu que je renomme cette partie d'action SRD et Trend Following, puisqu'ici, bien évidemment, il ne s'agit pas de Trend Following, mais de contre-pied haussier. Claranova, on se souvient, hein, quand ici à 7,50, 8 euros, 7 euros, je disais de faire attention, je disais que c'était pas propre, que c'était pas clair, qu'on était en train de violer MM200, que j'aimais pas le dossier, que j'aimais pas la croissance de folie et la rentabilité, mais que le titre n'arrivait pas à monter. Bon, voilà, je me serais pris quelques personnes qui adorent Claranova en pleine tronche, comme d'habitude. Mais c'est pas grave, j'ai sûrement réussi à protéger certains d'entre vous qui ne se sont pas pris moins 50% dans les dents. Et comme je le disais ce matin, je pense que là, Claranova a bien corrigé. Elle a beaucoup perdu depuis ces 6 derniers mois. On a fait un beau marteau hier avec du volume. Aujourd'hui, on fait un avalement haussier. Donc, a priori, le pire est passé à court terme sur Claranova. Guillemot, on en a parlé à plein de reprises. Je vous en ai parlé à la cassure des 13,60, je vous en ai reparlé sur le pullback, je vous en ai parlé sur le redémarrage, je vous en ai reparlé sur Twitter à la cassure. L'objectif théorique 1, c'était 16 euros, on l'a fait. L'objectif théorique 2, ce sont les plus hauts annuels à 18,50. Pour le moment, on fait du trend following, on remonte ses stops et on sourit. Metex, très belle relation avec MM50. Ou du moins, elle aime bien faire des trous d'air dessous. Donc, il faut se donner une marge sous MM50 ou bien optimiser avec une autre moyenne mobile. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle fait des plus bas de plus en plus haut. J'avais fait une stratégie à 5,40 ou 5,45 avec un objectif à 6,40. Il avait été fait tout en haut. J'ai pas refait de stratégie dessus sur zone bourse à 5,50, mais j'en pense pas moins. La valeur est haussière, elle est soutenue. La fin d'année pourrait lui être favorable. Et elle pourrait être tentée d'aller chercher une nouvelle fois les plus hauts, et peut-être, sait-on jamais, de les casser.
NeoN, elle est lente, mais elle n'en demeure pas moins haussière à très long terme. Elle a été trop vite trop haut en 2020, elle a pâti de cela en 2021. Ça fait 6 mois qu'on latéralise, et ce que l'on peut voir depuis 2 séances, c'est que dès que l'appétit pour le risque revient, elle est bel et bien là, elle est bel et bien recherchée, et on peut constater qu'on est toujours sur ce trend de très long terme, haussier. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Reworld Media, on en a parlé à plusieurs reprises. Valeur haussière, trend following, magnifique. Il y avait eu une GLB qui avait été validée en début d'année. Par la suite, la valeur a doublé. On fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Ça ressemble à Katana un petit peu. Katana Group qui a fait des choses magnifiques ces derniers temps, qui a publié des super résultats, qui est reparti. Eh bien, Reworld Media me fait penser à la même chose. Tant qu'on est au-dessus des 6,70, c'est haussier à court, moyen et long terme. Sonae, là on va au Portugal et c'est tout simplement une valeur extrêmement propre en trend following. Quand elle casse un niveau, elle vient souvent le retester, puis elle casse un niveau, puis elle vient le retester, puis elle casse un niveau, elle vient le retester, elle vient de retester son niveau. Et donc la zone actuelle de prix, sait-on jamais qu'elle vienne clôturer son gap à 0,95, ça pourrait être intéressant, pourrait être l'occasion pour ceux qui le souhaitent de jouer la poursuite de la dynamique sur cette valeur en tendance haussière. Même chose sur Synergie, voilà, je vous fais pas un dessin, mais je vous l'ai fait quand même. Tendance haussière, latéralisation ces dernières semaines. On s'accroche à MM200 comme on l'avait fait au mois d'août. Et pour l'instant, tout va bien, tant qu'on reste au-dessus, on va dire, des 34 €. La dynamique est haussière et on peut espérer une continuation de la hausse en direction des plus hauts annuels. On va maintenant passer à des plus petites valeurs, des small caps. Small caps françaises, des cuples, c'est mignon. Je ne l'ai pas vu parce que c'est pas très très liquide. Il y a quoi? Il y a 60 000 € d'échangés tous les jours. Je voulais juste la prendre pour féliciter ceux qui l'ont vu. On a une valeur qui était un peu en théorie du phénix, ici sur ses plus bas, puis elle rentre en trend following, puis elle vient chercher MM200, puis elle casse ses plus hauts annuels, elle prend appui sur MM50 et elle continue. Donc on a là tous les ingrédients analytiques d'une belle valeur de trend following. Iloris à Bruxelles, même chose. Alors ici c'est superbe parce qu'elle a été introduite en juin 2020. Elle était dans un range, elle a validé sa GLB ici avec des volumes forts. Puis elle a latéralisé, reparti, latéralisé. On touchait même 200 comme de par hasard et on repart à la hausse. Et vous voyez, c'est la mise en place progressive d'un trend following. D'abord elle dort, puis elle se réveille, elle rentre progressivement en trend following, elle fait sa digestion et elle confirme. Tant qu'on est au-dessus des mêmes 50, et même si elle est loin, tant qu'on est au-dessus de 15 € pour le moment, c'est une très belle dynamique haussière de moyen long terme. Si vous êtes investisseur de moyen long terme, les stops sont sous MM200, sous 14. Si vous êtes très court-termiste, ils sont sous 15, en théorie. Lexibook, je l'aime bien. J'aime bien son price action, l'action des prix. Ça me fait penser à Mediantech, à d'autres valeurs qui ont passé des mois dans des ranges. Elle a tenu le bas de son range, la MM200 est haussière, elle fait sa conso au-dessus des MM50 et on peut avoir l'espoir qu'avec la MM200 qui monte, la MM50 qui accompagne, dans les semaines, dans les mois qui viennent, elle tente de nouveau d'aller chercher ses plus hauts, voire pourquoi pas de les dépasser. Évidemment, si on casse tout, qu'on casse MM200, etc., ça invalide totalement ce scénario, mais cela me semble aller de soi. Ensuite, Van de Velde, on retourne à Bruxelles, et là c'est simplement pour montrer une théorie du phénix potentiel, valeur complètement délaissée ces derniers mois, qui était dans un range, et qui vient tout juste ces dernières séances d'en sortir par le haut. Donc ici c'est une théorie du phénix, tant qu'on est au-dessus des 32, 32, 32, 33, voilà. Il faut rester au-dessus de cette zone de prix-là pour aller ensuite progressivement vers la résistance suivante qui se trouve à 40 €, soit 20% plus haut que les cours actuels. Tant qu'on est au-dessus ici des mêmes 50, hop, tout va bien. On passe aux valeurs Covid. Il y a 10 jours, quand les valeurs Covid sont reparties à la hausse pleine vitesse, je vous ai publié des graphiques.
J'ai d'ailleurs retweeté le message ce matin. J'ai publié le lundi 29 novembre au point haut sur toutes les valeurs Covid en disant faites attention. Si ça se trouve, on vient de connaître un rebond des valeurs Covid parce qu'on se fait peur sur Omicron, et si derrière les craintes concernant ce variant retombent, eh bien, elles vont retomber aussi. Et j'expliquais que sur beaucoup de valeurs, Biosinex, Euromedis et autres, on était baissier depuis déjà des mois et on était sous MM200. Donc le rebond était selon moi une opportunité de pouvoir sortir à meilleur prix si on était coincé dessus. Donc ceux qui étaient bloqués dessus avaient l'opportunité de sortir et ceux qui avaient joué la vague Covid de court terme pouvaient prendre des beaux gains. Mais il fallait savoir sortir. Regardez ici sur Biosinex cette sublime oblique qui était l'oblique de soutien haussière sous laquelle on est venu se taper sous la tête. Ça c'était un point de sortie parfait. Sur Euromedis, zone horizontale, super propre, entre 12 et 12,20. C'était la zone du gap suite à des mauvais résultats en octobre. On est revenu taper la zone et c'est retombé derrière. Donc ça, c'était une porte de sortie. Et Novacite, j'en parle pas. Elle a déjà perdu 45% depuis la zone des 6 € et la résistance que je vous avais indiquée également. Donc si vous pensez que ça va être de nouveau compliqué, que les variants vont être plus compliqués, qu'il va y avoir de nouveaux variants, etc., et que vous voulez couvrir un peu votre portefeuille avec des valeurs Covid, pourquoi pas, mais faites-le avec les bonnes, faites-le sur des bons prix. Et n'attendez pas non plus trop de ces valeurs-là, parce qu'elles restent baissières à moyen long terme désormais. Donc il y a mieux à faire ailleurs. Et on va terminer par les dossiers épineux, c'est-à-dire les biotech. Donc je rappelle que les biotech sont des dossiers spéculatifs. Je rappelle que beaucoup de gens perdent de l'argent sur les biotech. Je rappelle que les biotech peuvent faire des gaps baissiers et sont souvent capricieuses. Et que même sur des belles biotech ou des biotech haussières, on peut se faire avoir. Donc je vous invite à moins trader les biotech, à peu avoir de biotech en portefeuille. Et quand vous en avez, à les traiter avec un faible levier, pas de levier du tout, des stops extrêmement larges, voire même quand il y a des annonces comme sur Carmat, eh bien se donner la séance pour voir où est-ce qu'on met le stop. Parce que bah là, c'est un des rares exemples où un stop vous a fait sortir au point bas. Après, vu la news sur Carmat, on pouvait se poser la question de retirer le stop en début de séance pour voir si justement le marché allait vendre la news ou payer la news. Il a payé la news. Bon, bah, si vous aviez un stop et que vous êtes sorti, c'est comme ça arrive. Si vous aviez mis un stop extrêmement large ou que vous l'aviez retiré le matin, bon, bah, vous pouvez constater qu'on s'est fait une frayeur, qu'on est revenu au-dessus des 20-22, qu'on est posé sur support. Si évidemment Carmat, qui est un spécialiste des cœurs artificiels, ne peut pas remettre son cœur artificiel à la vente, ça va être problématique. Si c'était un trou d'air et que derrière la société rassure, bien évidemment, ça repartira à la hausse. C'est là où on voit que avoir une biotech en portefeuille, c'est croire à un projet, à une équipe, à une société. Et c'est parfois traiter ces valeurs-là avec une façon de faire un peu différente des autres. À vous de voir si cela vous convient. Il est vrai que habituellement, j'ai tendance à dire que le moins on fait de biotech, le mieux on se porte. Inventiva, autre biotech, là c'est tout simplement pour montrer sa bonne tenue, sa stabilité. On a une sorte de grand range qui est en place autour des mêmes 200, elle n'arrive pas à passer à la hausse, elle a testé une fois, testé deux fois, ça ne passe pas, mais ça reste solide. Donc je ne serais pas étonné qu'elle retente une nouvelle fois d'aller attaquer les 13 €. Ça fait partie des rares biotech haussières soutenues au-dessus des mêmes 200, qui sont pas mal. Mais bien évidemment, il y a des risques comme partout. Une biotech sur laquelle je suis tombé dessus par hasard ce matin, l'Isogène. Voilà, elle est pile poil sur une zone d'importance, elle est pile poil sur ses plus bas d'octobre 2020, et c'est sur ce genre de seuil que peuvent intervenir des réactions épidermiques, des rebonds techniques, des spéculations de court terme. Voilà. Médiane Technologies, ça reste une des biotech, c'est une medtech et intelligence artificielle les plus belles de l'année 2021. Elle est toujours haussière, elle était sortie d'un range par le haut, elle tient sa zone,
Tant qu'on est au-dessus des 14, tout va bien. Je dirais même que tant qu'on est au-dessus des mêmes 200 à 13,50, tout va bien. En théorie, quand on achète du Medientech, on a des stops à 20 ou 30% extrêmement larges parce qu'on a aussi des objectifs haussiers extrêmement larges. Medientech n'est pas une société, n'est pas une action que l'on trade avec des stops serrés parce qu'elle est capricieuse. Mais quand on reprend un peu de recul, on se rend compte qu'elle n'est pas si capricieuse que ça. C'est tout simplement qu'elle suit son rythme petit à petit. Autre biotech un peu comme l'isogène, où on peut surveiller une zone de prix, j'ai pas dit d'acheter, mais de surveiller une zone de prix, c'est Poxel. Poxel, regardons un graphique sur 5 ans, 6 ans. Eh bien, Poxel, depuis des années, elle fait des grandes fluctuations, et je dirais que sa zone de fluctuation habituelle se situe entre 4,50 et 9 euros. Elle est déjà passée de 4,50 à 9 euros un bon nombre de fois. Et elle approche de nouveau des 4,50. Donc peut-être une zone à surveiller pour les traders de small caps biotech habitués. Hein, et non pas pour monsieur et madame Michu qui commencent la bourse. Enfin, on termine avec Valneva. Valneva était dans un range ici dont elle s'était extrait par le haut. Je vous avais reporté le range et je vous avais donné un objectif théorique à 28 euros. Quand on a atteint le range à 28 euros, j'ai dit attention à la gourmandise. Ceux qui sont sortis, bravo. Ceux qui ont été gourmands, vous vous êtes pris moins 30 dans les dents. Voilà. Bah, c'est parce qu'en bourse, faut pas être gourmand. C'est tout. Tout le monde en a parlé, elle était hyper soutenue, elle était en plus soutenue par la dynamique Covid et nouveaux variants, sauf que à court terme, elle publie pas des bonnes choses en ce sens. À court terme, le variant ne fait pas moins peur, donc à court terme, elle pâtit un peu comme les valeurs Covid de ce désintérêt. Elle n'en reste pas moins un très beau dossier, elle n'en reste pas moins spécialisée dans d'autres maladies que le Covid. Elle n'en reste pas moins haussière à long terme au-dessus des mêmes 200 et même haussière à moyen terme au-dessus des 19 euros. Simplement, elle est extrêmement volatile. Vous pouvez voir un bon point pour ceux qui sont toujours dedans et qui n'ont pas voulu bouger, qu'elle continue de faire des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Donc tant qu'on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, elle est en tendance et elle peut rebondir. Si on casse les mêmes 50 à 19 euros, si on casse le précédent point bas à 17,60, donc là c'est qu'on casse le jouet. Voilà. Donc elle vient de perdre 30%, elle vient de toucher un support. Concentrons-nous là-dessus pour ceux qui sont dedans plutôt que de leur taper dessus. Mais bon, c'est vraiment avec énormément de bonne volonté et de volonté de préservation que je vous ai dit à 28 euros qu'il fallait faire gaffe. Après, j'ai des personnes qui me disent j'en ai acheté à 25 euros dans la descente sans stop. Ok, donc vous venez d'acheter une valeur en pleine chute alors qu'elle venait de prendre 60% et vous l'achetez sans stop. Bah, je suis désolé, mais dans pareille situation, je ne peux rien faire pour vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. 44 minutes, c'est pas mal. J'espère que j'ai pas été trop rapide, que mes éléments étaient compréhensibles. Que voilà, toutes les informations données ici vous intéressaient. N'hésitez pas à me faire des retours sur Twitter, sur YouTube. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Espérons-le, des marchés qui tiennent et un esprit de Noël qui nous guide. Bonne séance à tous, à très vite.